Salut fraternité citoyen. La campagne électorale suit son cours et déjà 47 candidats sont déclarés à 2 mois du premier tour. On n'attend plus qu'une chose, l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron, et le tout pourra enfin être lancé. De toute façon, le recueil des parrainages a commencé depuis le 27 janvier et le Conseil constitutionnel nous donnera la liste officielle des candidats d'ici le mois prochain. Merci le Conseil constitutionnel, d'ailleurs on parlera de toi aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver le deuxième épisode d'Instant de campagne. Ce week-end, les inscrits à la primaire populaire ont désigné Christiane Taubira comme leur candidate à l'Élysée. L'ancienne ministre de la Justice est arrivée largement en tête de cette désignation au jugement majoritaire qui ressemblait bien plus à un conseil de classe qu'à une véritable élection. Après un très classique appel au ralliement, les autres candidats de gauche ont réagi, une fin de non-recevoir pour Mélenchon, Hidalgo et Jadot. Bref, la primaire populaire voulait désigner un candidat unique pour la gauche, c'est raté. Au lieu de ça, elle a propulsé une 8e candidature dans la course à l'Élysée. L'union de la droite identitaire, elle, continue. Après le ralliement de Pelletier et de Rivière à la candidature d'Éric Zemmour, c'est au tour de Gilbert Collard de rejoindre l'ancien polémiste, et le nom de plusieurs cadres du Rassemblement national ou d'élus des Républicains circulent également. Nicolas B et Marion Maréchal d'un côté seraient tentés de délaisser Marine Le Pen, et Gilles Platré de l'autre pourrait laisser tomber Valérie Pécresse. La chef de file du Rassemblement national a d'ailleurs réagi en demandant à ceux qui voulaient partir de partir maintenant. Dans le même temps, Marine Le Pen a d'ailleurs reçu le soutien officiel de son père, Jean-Marie Le Pen, et du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Le recueil des parrainages est enfin lancé. Je vous le disais, depuis le 27 janvier, les élus nationaux et locaux sont invités à envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel. Pour rappel, ils ont jusqu'au 4 mars prochain à 18h pour parrainer un candidat de leur choix. Tout au long de cette période, le Conseil publiera la liste des parrains au moins 2 fois par semaine. La première publication a eu lieu dès hier soir. 313 parrainages ont été publiés au 1er février 2022. Emmanuel Macron en a reçu 105, Anne Hidalgo 48, Valérie Pécresse 34, Fabien Roussel 30. Jean Lassalle en a reçu 15, Éric Zemmour 14, tout comme Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud 12, Yannick Jadot 11, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau 10 chacun. Philippe Poutou 4, Hélène Touy 2, tout comme Marine Le Pen, et enfin Georges Kuzmanovic et Anas Kazib ont reçu un parrainage chacun. Alors, malgré cette publication bi-hebdomadaire, la seule véritable liste des candidats sera proclamée le 7 mars prochain par le Conseil constitutionnel. Et cette institution, justement, on a l'habitude d'en entendre parler dans le débat public. Alors, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel? À quoi sert-il et comment fonctionne-t-il? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors je le disais, on évoque souvent le Conseil constitutionnel dans le débat public, dans l'actualité politique. Pour autant, je suis sûr et certain qu'une grande majorité des Français ne savent pas réellement ce qu'est le Conseil constitutionnel, comment il fonctionne et quel est son rôle dans le système institutionnel. Alors le Conseil constitutionnel est une création de la Ve République. Il est né en 1958 en même temps que notre Constitution. On va reprendre le traditionnel bouquin avec la Constitution. Et son but originel, à la base, voulu par les gaullistes, c'était de faire face aux excès parlementaires. Il fallait, dans le processus législatif, un contrepoids aux décisions du Parlement. L'objectif, il était simple, il fallait contrôler ce que votaient l'Assemblée nationale et le Sénat. Le pouvoir législatif, la loi, devait rester à sa place et ne pas trop empiéter sur le pouvoir réglementaire qui était exercé par, et qui est toujours exercé par le président et le gouvernement. Le pouvoir réglementaire, c'est tout ce qui est décret. Bon, bien sûr, en 64 ans d'existence, vous vous doutez bien que le Conseil a bien évolué et aujourd'hui, ses compétences ont été multipliées et sa charge de travail également. Comme son nom l'indique, le Conseil constitutionnel est un conseil, c'est-à-dire un collège de plusieurs membres, et traditionnellement on appelle ces membres, on les surnomme les sages. On compte 9 sages qui sont nommés pour un mandat de 9 ans. Et ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. Les membres du Conseil constitutionnel ne sont donc pas élus, ils sont nommés par le président de la République, par le président du Sénat et par le président de l'Assemblée nationale. Et tout ça est régi par l'article 56 de notre Constitution, je vais la trouver, et aussi le titre numéro 8, il me semble, c'est ça, le Conseil constitutionnel. Waouh, incroyable. Alors le Conseil compte donc 9 membres nommés pour une durée de 9 ans, mais également d'autres membres qui sont membres à vie et de droit selon la Constitution. Ce sont les anciens présidents de la République.
Théoriquement, aujourd'hui, François Hollande et Nicolas Sarkozy peuvent siéger lors des audiences au Conseil constitutionnel, car ils sont anciens présidents de la République. Alors bien sûr, ils ne le font pas ou ne le font plus. Nicolas Sarkozy avait siégé quelques mois au Conseil après 2012, et François Hollande ne l'a jamais fait. Dans le même cas, De Gaulle et Mitterrand ne l'ont jamais fait aussi. Finalement, seul Giscard, entre 2004 et 2011, et Chirac aussi, à la fin de son quinquennat, a siégé quelque temps au Conseil constitutionnel. Bref, revenons à nos sages, ceux qui sont nommés. Ils sont très importants dans le système institutionnel français, je vous l'ai dit, on va voir ça en détail dans quelques instants, mais ils ont aussi des profils très variés. Il y a des personnalités politiques, connues du grand public, mais il y a aussi d'autres personnalités qui sont moins connues. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel compte 3 fonctionnaires, Claire Basile-Mallory, Michel Pineau et Corinne Luquiens, mais aussi 2 magistrates, Nicole Maestrati et Dominique Lotin, un avocat de profession, ancien sénateur François Pillet, et 3 hommes politiques qui ont été parlementaires et ministres au cours de leur carrière politique, Jacques Mézard, Alain Juppé et Laurent Fabius, qui est aujourd'hui à la tête du Conseil constitutionnel. Alors c'est très intéressant cette diversité de parcours et d'horizons, puisqu'ils viennent tous de l'appareil d'État, on va dire. Vous avez des gens qui ont travaillé dans l'administration, dans la haute fonction publique, dans la haute administration, vous avez des gens qui ont été juges, magistrats, vous avez des gens qui ont exercé le pouvoir politique, bref, c'est très intéressant cette diversité, et on la retrouve quand même rarement dans d'autres institutions. Le Conseil constitutionnel est un petit peu une exception en la matière. 3 de ces sages vont bientôt être remplacés dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, puisque leur mandat prend fin. Voilà pour les sages. C'est bien beau de savoir qui sont les sages et combien ils sont, mais maintenant, que font-ils ? Alors, le Conseil a en gros 2 prérogatives. Le contrôle de la constitutionnalité des lois et contrôler le bon déroulement des élections nationales. On va commencer par ça, donc. La première des élections qui est contrôlée par le Conseil constitutionnel, c'est la présidentielle, bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle. L'article 58 précise que le Conseil veille à la régularité de l'élection du président, qu'il examine les réclamations qui sont faites et qu'il en proclame les résultats. C'est le Conseil qui s'occupe de recueillir les 500 parrainages et de les valider. C'est le Conseil qui publie la liste officielle des candidats. C'est lui qui va examiner au cas par cas les irrégularités dans certains bureaux de vote. Il peut même annuler de temps en temps, ça arrive, certains résultats dans certains bureaux de vote. Et puis c'est aussi lui qui va proclamer les résultats le mardi du premier tour, après le premier tour, et ensuite, dans la foulée du second tour, à l'Élysée, devant le président élu, il proclame les résultats et il proclame le président élu. Voilà. Et puis ensuite, le Conseil ne fait pas que la présidentielle, ne vérifie pas que la présidentielle, il vérifie aussi les législatives et les sénatoriales, mais le Conseil, lui, va vérifier s'il n'y a pas d'irrégularité, s'il n'y a pas un doute sur la validité de l'élection. Donc, il peut être saisi et il va examiner au cas par cas, et ça arrive que parfois, il y ait des élections législatives dans telle ou telle circonscription, ou des sénatoriales qui soient annulées. C'est déjà arrivé, dernièrement c'est arrivé, il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Et puis le Conseil valide également et regarde les référendums nationaux. Alors il proclame les résultats, comme pour la présidentielle, mais par contre, il ne se prononce pas sur la constitutionnalité des projets de loi présentés par le gouvernement. La seule exception qui est faite, il se prononce si c'est un référendum d'initiative partagée. Et il intervient à plusieurs reprises dans le processus de cet outil de démocratie directe. Alors voilà pour tout ce qui est contrôle des opérations électorales. Le Conseil n'intervient pas dans les autres élections locales. Pour les régionales, pour les municipales et les départementales, c'est le Conseil d'État qui va trancher en cas de litige. Alors après le contrôle électoral, il y a le contrôle du législatif. Le Conseil contrôle notamment plusieurs textes, parfois de façon systématique et obligatoire, parfois de façon facultative. Alors d'abord doivent être soumis obligatoirement au contrôle du Conseil constitutionnel toutes les lois organiques, c'est-à-dire les lois qui vont préciser la Constitution ou l'organisation des pouvoirs, mais aussi toutes les propositions de référendum d'initiative partagée, bien sûr, et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis le Conseil peut aussi contrôler la constitutionnalité des lois dites ordinaires, c'est-à-dire les lois normales. Pour ça, il faut qu'il soit saisi, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président du Sénat, soit par le président de l'Assemblée nationale, ou sinon par 60 députés ou 60 sénateurs. Alors à l'origine, il n'y avait que les 4 premières personnalités qui pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Mais depuis les années 70 et la présidence de Giscard,
les droits de l'opposition ont été élargis et l'opposition peut saisir donc, grâce à 60 députés ou 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel et demander qu'on vérifie qu'une loi soit conforme à la Constitution et aux droits fondamentaux. Et d'ailleurs, petite question comme ça, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un contrôle de la constitutionnalité des lois. Sur quoi se base le Conseil constitutionnel pour vérifier qu'une loi est conforme à la Constitution? Le Conseil se base sur le bloc constitutionnel, c'est-à-dire la Constitution, mais aussi d'autres textes qui sont écrits et des principes qui sont implicites, qui ne sont pas écrits. Alors notamment, dans tout ce qui est texte écrit, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a le préambule de la Constitution de 1946 qui expose plusieurs droits et devoirs du citoyen. Et puis il y a aussi la Charte de l'environnement qui a été ajoutée en 2005 par Chirac. Et puis dans les normes qui ne sont pas écrites, qui sont implicites, on retrouve des principes fondamentaux, la liberté d'association, la liberté d'enseignement, le respect de la vie privée, la liberté d'entreprendre, la protection de la dignité humaine, ou encore même le droit local, en Alsace-Moselle notamment. Bref, le Conseil constitue se prononce donc soit obligatoirement, soit facultativement suivant le texte, en se basant sur le bloc constitutionnel, sur le bloc de constitutionnalité, avec des principes qui sont écrits ou implicites, et si la loi votée par le Parlement n'est pas conforme à la Constitution, il peut censurer une partie ou l'ensemble de la loi. Ça ne peut pas être promulgué par le président de la République, ça ne peut pas devenir une loi. Enfin, le Conseil constitutionnel a une dernière prérogative qui s'inscrit dans le contrôle de la loi. Depuis 2010, il existe la procédure dite QPC, question prioritaire de constitutionnalité. On a vu donc il y a quelques instants que le contrôle de la loi se faisait avant d'être promulgué. Avant d'être promulgué, on appelle ça donc le contrôle de constitutionnalité a priori, mais il existe depuis une dizaine d'années donc le contrôle de constitutionnalité a posteriori, une fois que la loi est loi. Alors, on ne contrôle pas cette loi qui est loi n'importe comment, comme ça, non. Il y a un processus particulier qui a été mis en place, et tout se fait lors d'un procès. Pour faire simple, au cours d'un procès, que ce soit au civil, au pénal ou devant un tribunal administratif, un justiciable, c'est-à-dire une personne qui est concernée directement par ce procès, peut prétendre qu'une disposition législative, c'est-à-dire une loi, n'est pas conforme aux droits et aux libertés qui sont garantis par la Constitution. Alors si la loi s'applique bien dans le cadre de ce procès, et risque donc d'affecter l'issue du procès et la décision de justice, eh bien cette question est renvoyée soit devant le Conseil d'État, soit devant la Cour de cassation. Le Conseil d'État va recevoir les QPC qui sont du domaine du droit administratif, et la Cour de cassation va recevoir les QPC qui sont du domaine du droit pénal ou civil. Et une fois que le Conseil d'État ou la Cour de cassation sont prononcés sur le sérieux de ces QPC, la QPC qu'ils ont reçue, eh bien celle-ci va être envoyée au Conseil constitutionnel qui va donc délibérer là-dessus. Les sages vont se prononcer sur la constitutionnalité de la loi en question, et s'ils déclarent que cette loi est inconstitutionnelle, incompatible avec le bloc de constitutionnalité, eh bien elle est abrogée sans délai, la loi est tout simplement supprimée, rayée du droit français. Et pour vous dire à quel point ce contrôle a posteriori est devenu important aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, entre 2010 et 2020, pendant les 10 premières années de la QPC, a rendu 740 décisions. Et quasiment un tiers, 30% des lois et des dispositions examinées, ont été jugées non conformes à la Constitution et donc abrogées. C'est énorme. Et le Conseil s'est prononcé autant sur le droit pénal que sur le droit public, le droit social ou le droit fiscal, entre autres. Et aujourd'hui, la QPC représente 80% des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. C'est énorme. Alors, on peut maintenant légitimement se demander si le Conseil constitutionnel est une cour suprême. Eh bien, le Conseil constitutionnel, lui, est plus une cour constitutionnelle, comme son nom l'indique. Une sorte de gendarme de la Constitution qui veille plutôt au respect de celle-ci, même plutôt au respect de la constitutionnalité des lois. C'est un peu le garant de l'état de droit. Bref, en fait, le Conseil constitutionnel est plutôt au carrefour du pouvoir politique, législatif et exécutif, mais aussi du pouvoir et des autorités administratives et judiciaires. C'est pour ça qu'il est autant sollicité aujourd'hui par des citoyens, par les hommes politiques, et c'est pour ça qu'il est devenu autant important dans la vie publique de notre nation. Et c'est pour ça qu'on en parle pendant la présidentielle, du coup. Bref,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça a été assez clair. J'espère que ça vous a aidé à comprendre tout ça. On va quand même entendre parler du Conseil constitutionnel encore un petit moment dans l'actualité politique immédiate. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et même Discord. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt sur WIP. Salut!